Est-ce que nous sommes dans un état de droit? C'est dommage, je le regrette sincèrement, pour le tribunal, mais aussi pour notre justice ivoirienne. J'ai donc instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de rechercher l'intéressé, de l'appréhender et de le conduire devant mon parquet pour être suivi contre lui selon la procédure de flagrant délit des faits de divulgation de fausses nouvelles et d'incitation à la violence. Cette fausse nouvelle, abondamment reprise par les internautes et plusieurs organes de presse en ligne, a créé l'émoi et engendré des manifestations, des sittings et autres appels à la violence, heureusement jugulés par les forces de l'ordre déployées dans les artères de la ville et principalement devant le palais de justice. Mais ce n'est pas le tweet qui est condamnable, c'est la conséquence du tweet. Quelle est la conséquence du tweet en l'occurrence? Puisque justement le tweet est toujours sur sa page. Le tweet a entraîné que le pays rentre en guerre. Le tweet a entraîné que les gens viennent devant le palais là pour dire machin. Non, enfin, arrêtons, arrêtons. Arrêter des députés sur la base de telles procédures. Nous aurons l'occasion de lui expliquer cela devant les institutions supérieures, mais je dis que ce n'est pas faisable, ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible. C'est inadmissible, surtout quand on a un argument imparable, comme celui qui dit qu'un ancien ministre ne peut pas faire l'objet de poursuites en matière de flagrant délit, mais selon une procédure exceptionnellement édictée par le code. Je ne sais pas comment on a pu, à quelle alchimie arriver à ce résultat. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Cette attitude est l'expression d'un dysfonctionnement total de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Nous étions venus assister à ce procès. À votre avis, pourquoi vous n'avez pas le droit de rentrer dans le palais de justice? Ben, on ne le sait pas. Peut-être que c'est M. Richard, comment il s'appelle? Richard Adou est le seul capable de nous dire pourquoi on n'entre pas. Mais ce que nous constatons, c'est que nous sommes des députés venus pacifiquement et donc on ne comprend absolument pas pourquoi nous avons été empêchés. Il y a quels partis qui sont représentés ici? Ben, il y a tous les partis que vous connaissez, il y a le PDCI, voilà, tous les partis représentés en Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. Vous avez le RDR, vous avez le PDCI, vous avez tous les groupes parlementaires, à savoir Vox Populi et tout ce que vous voulez, madame. Tout le monde est là. Voilà. Et ensemble, nous avons voulu, madame, montrer à l'opinion nationale et internationale que nous, députés de Côte d'Ivoire, nous faisions bloc derrière notre collègue Loboyon. Que nous disons non à l'irrespect de ce que nous sommes donnés comme loi fondamentale en Côte d'Ivoire. Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale a cru devoir m'adresser une correspondance pour solliciter la cessation des poursuites. En réponse, il lui a été rappelé qu'il n'avait aucune compétence pour saisir mon parquet, car n'étant pas le bureau de cette institution. Le bureau de l'Assemblée nationale a estimé qu'on ne peut pas lever l'immunité parlementaire du collègue. À partir de ce moment, madame, vous comprenez mieux que moi que M. Loboyon ne devait pas continuer à séjourner à la MACA. Il y a eu une décision qui a été prise par le bureau de l'Assemblée nationale, présidée par le président lui-même, c'est-à-dire Guillaume Soro.
qui a demandé la suspension des poursuites. On ne va pas dans le sens de la décision qui a été rendue par le bureau de l'Assemblée nationale, mais plutôt de dire non, on continue les poursuites. Mais à ce moment-là, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi vous l'avez fait il y a un an? Le 29 janvier, jour pour jour, en 2018, pour un autre député. Et là, le bureau de l'Assemblée nationale avait pris une décision, mais pas le vice-président qui présidait les travaux, qui a pris une décision de demander la suspension des poursuites. Et là, le procureur, le même procureur, parce qu'on n'a pas changé, le même procureur dit « Ok, l'Assemblée nationale a pris cette décision, moi, je me range à ce que l'Assemblée nationale a dit, effectivement, j'arrête les poursuites. » Mais pourquoi là, on ne le fait pas? Le bureau de l'Assemblée nationale a requis la suspension de la procédure engagée. Pour le procureur de la République, cette demande de suspension est recevable. Effectivement, je viens de recevoir il y a quelques instants la correspondance du bureau de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale qui requiert la suspension des poursuites. Évidemment, nous sommes légalistes. Nous n'allons pas aller au-delà. Donc nous allons être obligés de suspendre les poursuites à l'encontre de ces députés. Ça, c'est la loi qui le demande. Nous n'irons pas au-delà de la loi. Mais pourquoi là, on ne le fait pas? Sur la base de la décision qui a été prise par le bureau de l'Assemblée nationale, hors session, en parfaite légalité, notifiée au procureur de la République, au procureur général, au président du tribunal, devant lequel il y a eu l'audience de ce jour, devant le premier président de la cour d'appel, je pensais qu'à partir de cet instant, la libération immédiate du député Alain Lobognon aurait été prononcée par le procureur lui-même. La défense, en venant cet après-midi à ce procès, n'était guidée que par la stricte application de la loi. D'abord, les conditions du flagrant délit n'étaient pas remplies. La procédure de flagrant délit est une procédure particulière, est une procédure spéciale. Et donc cette procédure est réglée par des dispositions impératives du Code de procédure pénale. Et le déroulé de cette procédure se fait à l'intérieur de règles établies. Il y a la procédure de flagrant délit et il y a la procédure correctionnelle ordinaire. Ensuite, notre client est un ancien ministre et que la loi de 2005 sur les anciens membres du gouvernement empêche qu'il soit poursuivi en flagrant délit. Nous avons également fait observer que le bureau de l'Assemblée nationale, sous la réunion de son président, du président de l'Assemblée nationale, s'est donc prononcé sur les différentes poursuites et a clairement écrit au procureur pour demander la suspension des poursuites visant notre client. Alors, au bénéfice de toutes ces observations, nous nous attendions à ce que le tribunal en tire les conséquences et arrête les poursuites. Nous ne venons pas au procès pour gagner à tout prix, mais nous souhaitons avoir un procès juste et équitable où les droits de la défense sont respectés, comme les droits de l'accusation ont été respectés lorsque M. le procureur a soulevé la question du port du drapeau. Demandant sur aucun fondement légal, c'est-à-dire que sans qu'une loi ne l'autorise à le faire, à ce que le tribunal demande à notre client de se défaire du drapeau qu'il avait porté. Et le président a pris une décision en disant qu'après s'être retiré, ils ont décidé que le prévenu, le député Alain Lobognon devait annuler le drapeau. Il a respecté la loi en disant ceci. En respect de la décision du tribunal, parce qu'il est républicain, il accepte d'annuler le drapeau. Et cette décision a été rendue sur le siège. Lorsque les avocats, nous venons soulever des exceptions, on nous rétorque que nous devions attendre que les débats au fond soient connus pour qu'ils soient statués d'abord sur ces exceptions, puis la décision soit rendue. C'est-à-dire qu'il nous demandait de faire le procès et puis après
ils vont rendre une décision pour savoir si eux-mêmes ils devaient connaître ou non de l'affaire. Mais vous comprenez que cette position n'est pas vraiment acceptable, c'est d'autant plus qu'il y a une disposition légale qui dit quand ce genre d'observation est faite, mais le tribunal se prononce impérativement sur sa compétence. C'est ce qu'on a demandé au tribunal. L'article 450, en son dernier alinéa, l'alinéa 4, faisait obligation au tribunal de se prononcer s'agissant d'exceptions d'ordre public. Pour nous, en tout cas, ça va nous permettre de savoir que toutes les conditions sont réunies pour avoir un procès juste et équitable. D'autres pourront vous dire, oui, ils ne sont peut-être pas de bonne foi, les exceptions, on peut les joindre au fond. Oui, il y a plusieurs exceptions. Vous avez des exceptions de communication de pièces, de compétences territoriales. Vous avez des exceptions qui portent sur la nullité, etc., etc. Mais lorsque les exceptions touchent la compétence, c'est-à-dire la capacité du tribunal ou de la juridiction à connaître d'une affaire, je dis, en matière même civile, c'est prévu par la loi, le tribunal se prononce avant que le débat au fond n'ait lieu. Dans les exceptions que nous avons posées, se trouvait même la question de fond. De sorte que le tribunal, en répondant à cette question, donnait une grande vitrine comme solution de droit aux problèmes qui lui étaient posés. Et ces mesures-là peuvent être rapportées à tout moment par le juge, surtout lorsque il a avec humilité connaissance de ce qu'il a violé la loi. Le texte qu'il a appliqué a un 4e alinéa qui lui interdit, lorsqu'il s'agit de sa compétence matérielle d'attribution, de joindre au fond. C'est clair et c'est net. C'est une compétence d'attribution. Ce n'est pas une compétence territoriale pour dire que ça Yopougon on doit juger ou c'est une compétence d'attribution, c'est la matière, il ne peut pas. Et ce texte-là dit que toute exception touchant à l'ordre public, les compétences d'attribution sont d'ordre public. Il n'y a pas autre chose à dire. Il ne pouvait pas ne pas descendre jusqu'à ce dernier alinéa et rendre cette décision. Voilà les règles que nous estimons primordiales dans la conduite d'un procès pénal. Dans ces conditions, il nous était impossible de continuer de défendre notre client en ayant le sentiment que la procédure n'est pas juste et équitable. Il faut peut-être tirer la sonnette d'alarme. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pour dire non. Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter de se poser de vraies questions. Nous sommes des avocats. Nous sommes des acteurs de justice. On ne peut pas nous inviter à une instance où les règles élémentaires qui gouvernent un procès équitable ne sont pas respectées et nous demander de continuer la procédure. C'est au nom vraiment du respect que nous avons pour la loi que de façon unanime, comme un seul homme, on a décidé de surseoir à notre participation à ce procès. Et nous avons refusé d'accompagner notre client dans cet élan où l'avocat lui-même constate avec regret le recul de l'application de la loi. Nous avons gentiment décidé de ne pas être complices de cela et de nous retirer. C'est intolérable pour nous. C'est une décision du président, il dit qu'il assume. Nous la respectons, mais nous ne continuons pas. C'est une question d'éthique. Est-ce qu'on peut continuer à assurer ou à assurer la défense ou à assister notre client au cours d'un tel procès? On s'est déconstitué purement et simplement pour que le procès se poursuive sans nous parce qu'on n'a pas voulu s'associer à cela. Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes guidés par l'application de la règle de droit. Nous sommes avocats, nous sommes légalistes. Et lorsque nous sommes constitués, c'est pour faire appliquer la règle de droit que nous n'avons pas édictée, mais qu'un autre organe habilité a établi pour que nous puissions faire appliquer ou faire respecter par l'autorité judiciaire.
Et ça pose la question fondamentale, qui est celle-là. Mais où va ce pays? Vers quoi nous sommes en train d'aller? C'est de ça qu'il s'agit et c'est très important. Il s'agit même de l'avenir de ce pays. Vous avez vu comment, au-delà des avocats constitués dans le dossier, comment vous avez vu tous les avocats qui étaient solidaires de ceux qui étaient constitués. Comment tous les avocats étaient prêts même à se constituer dans le dossier auprès de ce collectif de 8 avocats. Parce qu'ils estimaient effectivement qu'il y avait des entorses au droit. Maintenant, ce qui nous détermine dans cette affaire, c'est notre souci du raffermissement de l'état de droit. C'est-à-dire l'état de droit n'est pas un mot, mais un comportement, une attitude de la part de tous ceux qui doivent contribuer à asseoir l'état de droit. Et les premières personnes qui doivent contribuer à asseoir l'état de droit, ce sont les magistrats. Alors si nous nous trouvons dans un état où les juges sont hors la loi, où les juges font selon leur humeur, hein, ils font selon les pressions, eux-mêmes ils dénoncent des pressions, ils font selon des circonstances ou des faits qui n'ont rien à voir avec leur serment. Ils font avec ce qui n'a rien à voir avec les dispositions de la Constitution. Je ne pensais même pas que nous irions à cette audience d'aujourd'hui. Je vous assure, je suis meurtri. Et lorsque nous venons dans ce procès, nous estimons que nous apportons notre contribution. En tant que membre de barreau français et membre de barreau ivoirien, nous apportons notre contribution au raffermissement de l'état de droit et nous aurions voulu qu'il y ait une simple écoute. Mais vous avez constaté, vous étiez là. C'est-à-dire, dès qu'un avocat ouvre la bouche et qui donne quelque chose qui dérange, les magistrats s'agitent. Nous avons constaté que ce procès était quelque peu déséquilibré. C'est-à-dire que la balance s'appuyait d'un côté. La défense n'a rien à faire dans un procès qui peut être considéré comme une parodie. C'est-à-dire c'est une mise en scène. Tout un théâtre. Parce que la victime de cette affaire, victime témoin, n'est autre que le procureur de la République. Nous sommes allés de parodie en parodie. Pourquoi? On vous a rappelé effectivement la décision rendue par le juge sur le port de l'écharpe tricolore aux couleurs de notre drapeau national du député Alain Logognon. Et nous n'avons pas trouvé à la limite de difficulté à ce qu'il le fasse. Ensuite, deuxième point, le procureur m'a reproché, alors même que je suis constitué dans le dossier, m'a reproché de vouloir prendre la parole. Parce qu'il a estimé effectivement que je n'avais pas à prendre la parole en tant qu'avocat appartenant à un barreau extérieur à celui d'Abidjan. Vous vous rendez compte? Donc nous sommes allés de parodie en parodie. Et enfin, évidemment, la dernière, c'est celle au cours de laquelle le juge, sans tenir compte de toutes les observations pertinentes qui ont été faites par les avocats, décide de reporter sa décision au débat sur le fond. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question qu'on peut se poser, et je crois que tous ceux qui vont nous écouter se poseront cette question-là, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Un procureur estime qu'on lui a prêté des propos ou des actes, c'est-à-dire des fausses nouvelles, des fausses qui lui ont été attribuées, c'est à lui qu'on a attribué. En fait, c'est lui le plaignant. Il se plaint parce qu'il y aurait eu des fausses informations par rapport à des faits qui lui ont été attribués. Et lui-même, il est parti au procès. Il est parti au procès en tant que témoin victime. Et en même temps, il est juge. Et en même temps, il se trouve avec ses collègues. C'est-à-dire, c'est un procès, moi, à mon humble avis, qui n'avait aucun sens et qui procède de l'arbitraire. Nous avons été très respectueux des règles
de courtoisie vis-à-vis du tribunal, quand des avocats, alors même qu'ils avaient la parole, alors même qu'on ne devait pas les interrompre au moment où ils parlaient, se sont eux-mêmes interrompus parce que c'était le président du tribunal. Bien que nous ayons observé toutes ces règles-là, vous avez vu l'issue de ce procès. Nous avons été contraints, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous avons été contraints de nous déporter et donc de sortir de la salle d'audience pour ne pas être complices de la forfaiture qui était en cours. Trop, c'était trop. Et là, c'est bon. On tire la sonnette d'alarme et on dit, allez-y.